Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Eva Sandri nous a donné un exemple concret de la relation compliquée d'un secteur à la transformation digitale avec l'oxymore symbolique musée et numérique. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Pour le dernier épisode de cette saison de rencontres désinspirantes, j'ai voulu parler avec un entrepreneur qui résume une bonne partie de ce qu'on a entendu à travers les 8 premiers invités. J'ai tout de suite pensé à Thomas Forêt. Il a créé Waller en 2014 avec l'idée déjà que le modèle des licornes était néfaste pour leurs utilisateurs, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes et la société. Son idée était de créer une alternative à Facebook européenne, respectueuse de ses utilisateurs. Les scandales autour de Facebook prouvent jour après jour que Thomas avait vu juste. Il intervient régulièrement dans la presse tech et les plateaux télé et radio grand public pour faire passer des messages forts, loin de la vulgate de la Startup Nation. J'ai aussi voulu le rencontrer parce qu'il a un profil atypique dans la tech et son ouvrage Transmettez, sorti fin 2018, m'a beaucoup plu. On y découvre un humaniste amoureux des lettres et poète dans l'âme. Nous avons commencé notre discussion par cette originalité. Bonne désinspiration. Honnêtement, je fréquente pas beaucoup de poètes, ni dans la French Tech ni ailleurs, si ce n'est mon associé. Effectivement, c'est peut-être un peu particulier, mais enfin, il y a dans le passé, vous savez, ce qu'on appelait les humanités, c'était aussi la capacité d'être éduqué ou cultivé sur un grand nombre de sujets. Et moi, c'est un petit peu ma passion depuis toujours, la littérature, enfin depuis le lycée surtout, alors que j'adorais faire de l'informatique, donc ça a toujours été présent. Voilà, après, ça reste un vrai goût, si vous voulez, mais enfin, je suis loin d'être un grand écrivain, ça c'est certain. Je posais la question parce que j'ai quand même l'impression, tu vas me dire ce que t'en penses, que les humanités sont peut-être un petit peu oubliées par le milieu tech où c'est très technique et des fois ça manque un petit peu de réflexion derrière. Et c'est ce qu'on sent aussi à la lecture de ton livre. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de milieux, je pense aussi au milieu politique en particulier, qui souffrent de carences culturelles. Et en effet, le milieu technologique aujourd'hui souffre clairement d'un manque de connaissances sur ces sujets bien plus vastes. Et ils auraient évidemment, moi je pense que lorsqu'on est une femme, un homme, on se bâtit pas d'une seule façon, sous un seul trait de caractère. On a de multiples talents aussi, on a des sens qui sont multiples. Et je pense qu'il y a un grand nombre d'intelligences qui peuvent être variées et complémentaires dans une même personne. Et en ce sens, évidemment, l'intelligence technique, l'intelligence scientifique ou logique, c'est très important quand on parle de technologie. Mais il y a aussi, je crois, beaucoup d'autres types d'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, qui sont à développer et qui s'enrichissent les unes les autres. Et vraiment, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir aussi nourrir mon intelligence et mes talents par une sorte de diversité ou de culture de la multiplicité des centres d'intérêt. Je suis quelqu'un qui est par nature très curieux. Et je crois ce qu'on peut dire vraiment, c'est que le système éducatif en France, évidemment, ne pousse pas à cela. Et en particulier les écoles qui prétendent former les ingénieurs technologiques de demain, et en particulier les développeurs, sont des écoles dans lesquelles on enseigne une seule matière, et on oublie évidemment, je dirais, les sciences humaines, les arts, les lettres, etc. Et c'est un peu dommage parce que évidemment, l'éveil de l'intelligence passe par une multiplicité et aussi une capacité peut-être de synesthésie à pouvoir tisser des relations entre tel ou tel domaine. Et ça, je pense que c'est une grande carence. On devrait apprendre un peu de philosophie, un peu d'histoire aussi, dans des parcours qui n'ont
dont l'objet principal n'est précisément pas ces domaines. C'est un peu le problème, tu parlais des écoles d'ingénieurs, c'est le cas dans les écoles de commerce aussi, hein, il y a un formatage sous ces esprits-là. Ouais. En regardant un petit peu ce qui se dit, on voit que l'histoire des technologies pour eux commence quasiment à Google, avant il n'y a rien, après il n'y a rien. C'est assez étrange, et ça se voit notamment dans les nouvelles écoles, par exemple l'école 42 de Xavier Niel, il y en a de plus en plus en France, montées par des entreprises diverses et variées. Il y a même j'ai vu ça récemment, des écoles supérieures du digital. Alors je sais pas exactement ce qu'on enseigne là-dedans. C'est pas le formatage des écoles de commerce et des ingénieurs, mais c'est un nouveau formatage quand même. Ouais, je trouve que c'est encore pire. Parce qu'encore dans les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, on a quand même cette notion d'aller enseigner des matières un peu connexes et puis pas forcément avec une relation immédiate. Mais dans les écoles de code, alors là, c'est une évidence. L'objectif, c'est sortir, telle une usine, sortir des gens qui savent coder, qui savent délivrer du code, et c'est le seul objectif. Mais on a vu aussi, on a entendu parler, le principe n'est pas de les clasher plus que ça, mais de pouvoir plutôt mettre en lumière ce qui dysfonctionne. On a vu, vous savez, que l'école 42 a changé sa direction. Aujourd'hui, c'est une femme qui dirige l'école 42, parce que alors, pour moi, il y a vraiment deux critiques à faire. Premièrement, la matière est uniquement le code. Et deuxièmement, en plus de ça, on a supprimé toute notion de prof, toute notion de transmission, comme si les élèves allaient deviner par eux-mêmes ce qu'il faut faire. Ça ne crée pas de l'excellence. Et sur le premier sujet, donc ils ont maintenant mis une femme qui est Sophie Viget à la tête de 42. Et je crois que j'ai lu récemment aussi le fait qu'ils voulaient introduire de nouvelles matières qui sont un peu différentes. Bon, on n'en est pas encore à avoir des cours de philo ou autre, mais moi je pense que ils se sont rendus compte de cela. Alors peut-être pas dans toutes les écoles, parce que effectivement il y a beaucoup d'autres types de parcours qui sont moins connus et qui reprennent les mêmes principes et qui, vous voyez, moi je suis entrepreneur, j'embauche des développeurs régulièrement depuis 5-6 ans. Et j'en ai vu passer et beaucoup de ces écoles-là, et à chaque fois sont des personnes qui ont des carences par exemple, tout simplement en relation avec les autres, ont des carences aussi en reconnaissance du travail précédemment effectué, n'ont pas ces notions basiques humaines. Alors bon, on peut penser quand même qu'on reçoit ça dans son éducation, peut-être même dans l'enfance, mais apprendre à travailler ensemble, finalement, ça va se faire sur le tard dans les entreprises. C'est un peu regrettable parce que c'est vraiment une belle matière humaine de pouvoir tout de suite s'insérer dans un groupe, être capable de remettre en question ses a priori, de pouvoir changer d'avis. Ce sont des choses qui transparaissent l'intelligence. Et ça, nos jeunes ont beaucoup de mal avec ça. Alors, évidemment, c'est peut-être la jeunesse d'une façon générale qui a du mal avec ça, mais moi, je pense qu'il faudrait diversifier les parcours, écouter davantage les talents nombreux, j'imagine, des personnes, pour pouvoir les éduquer d'une façon plus humaine, tout simplement. Ça me fait penser à un peu la vulgate des startups qui prônent pourtant le collaboratif, des choses très horizontales. C'est assez paradoxal. Oui, c'est complètement paradoxal. Il y a plusieurs choses paradoxales. Alors, ce fameux collaboratif qui est vraiment mon métier, puisque Waller aujourd'hui, c'est une plateforme collaborative qui prétend servir les équipes et les entreprises qui l'utilisent en ce sens. Une meilleure collaboration, plus d'informations contextualisées, etc. La collaboration dans le monde du numérique, c'est vu tout autrement. C'est vu comme une idéologie. C'est ça le problème. C'est vu comme une brique qui amène vers un grand partage universel où tout le monde est au courant de tout, où tout le monde a l'impression de faire partie d'un grand tout, mais où on perd l'individu, la personne, au profit d'une entité supérieure qui est le groupe. Et ça, c'est une vision que je ne partage pas du tout. C'est une vision évidemment qui anéantit entièrement les talents des personnes pour les conformer à une seule méthode, une seule façon d'être, un véritable moule. Ça va aussi avec toute cette idée que lorsqu'on sait collaborer, on peut se passer d'avoir des chefs
d'avoir des leaders, d'avoir des managers. C'est aussi une idée que je combats avec fermeté, parce que je pense que, et c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'écris dans mon ouvrage, j'ai constaté depuis que je suis enfant que j'ai été bâti avec l'aide de tuteurs. Donc d'abord mes parents évidemment, puis si je fais un bond dans le temps, et bien encore aujourd'hui où je sais moi repérer dans ma vie qui sont les personnes qui peuvent m'apprendre des choses, qui vont m'apprendre, qui vont être capables de changer mon regard sur tel ou tel aspect. Et j'en cite quelques-uns dans Transmettez, qui ont été un peu des repères. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Et moi, je pense que toute personne dans ce monde a besoin de repères, a besoin de personnes qui ont vécu peut-être plus, donc des personnes plus âgées, ou alors tout simplement des personnes qui ont vécu des expériences qu'on n'a pas vécues et qui sont capables d'en tirer des leçons et pourquoi pas nous aider à éviter de reproduire les mêmes erreurs ou alors nous encourager à aller vers une voie à laquelle on n'aurait pas pensé. Ça n'enlève aucune intelligence. Le fait d'être éduqué, mis sur une voie, le fait d'être aidé, tutoré, le fait d'être accompagné, ça n'enlève aucun talent, ça n'enlève aucune intelligence. Les gens qui pensent ça sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors je suis pas psychanalyste, mais ça mériterait quand même de regarder pourquoi c'est un tel phénomène de masse. Et moi je pense que notre société crève de son manque de chefs. Et on le voit évidemment au plus haut de l'État, puisque malgré tout, le peuple français a cruellement besoin d'un chef ou d'une chef et tous les 6 ans maintenant, le peuple français reprend espoir dans les élections présidentielles, puis après perd l'espoir. Donc c'est vraiment, c'est un théâtre en fait. Hein. Les gens sont là, jouent leur rôle. Bon, moi je pense que en tant qu'entrepreneur, ce que je dois faire, c'est être le chef de mes équipes et que eux, à leur tour, puissent devenir chefs de leurs équipes quand ils en auront, quand l'entreprise grandit. Et ça, c'est vraiment le travail quotidien que j'ai. Et je pense que le collaboratif, c'est formidable, mais savoir d'où l'on vient, savoir transmettre, savoir grandir surtout, c'est encore mieux. Et c'est évidemment la condition de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça veut pas dire tout le monde est au même niveau. Ça veut dire qu'on comprend les interactions, qu'on est capable de grandir sur des sujets, de nous appuyer sur des personnes qui sont plus expérimentées que nous, ou alors avec d'autres compétences. Voilà. Et ce savoir vivre ensemble qui est primordial, qui est en fait l'ADN de l'humanité. Eh bien, les technologies doivent nous y aider. Elles doivent pas vouloir transformer ce qu'est l'homme au plus profond de lui-même. Voilà. Et c'est pourquoi cette doxa dont vous parlez dans le numérique, elle veut transformer ce qu'est l'homme intrinsèquement en créant virtuellement peut-être des liens, des interactions qui n'existent pas en réalité. Pour revenir sur les chefs, j'ai l'impression, alors on va pas parler forcément de politique française actuelle, d'actualité, mais j'ai l'impression quand même que le lien avec le monde des startups est intéressant, où on refuse les chefs, mais on se retrouve par contre avec plus des leaders spirituels que des chefs. C'est le cas en tout cas dans le numérique, avec tous ces entrepreneurs. Ouais. Soi-disant génie, mais bon, dont la réussite est enfin la réussite, après c'est toujours pareil, il faut voir ce qu'on met derrière réussite, est beaucoup plus discutable si on analyse un petit peu tout ça. Moi, j'avais surtout envie de te parler de souveraineté numérique. Ouais, bien sûr. Un de tes chevaux de bataille. En prenant d'abord cet exemple-là d'Éric Léandri de Quant en octobre, qui a été beaucoup moqué pour s'être plaint d'avoir perdu un marché contre Google pour équiper des voitures de chez Renault. Oui. Le milieu start-up a en grande partie raillé une manie qui serait bien française de faire son Calimero quand on perd un marché, tout simplement. C'est bien plus profond que ça. Tu y as été confronté aussi. Explique-nous un petit peu les vrais enjeux derrière. Je pense qu'effectivement, le français, quand il perd, n'est pas content. Ça, c'est une évidence. Mais effectivement, c'est plus profond que ça. Alors nous, on a été confrontés dans une grande entreprise, effectivement, au remplacement de Waller, qui fonctionnait très bien. C'est ça qu'il faut dire. Par les solutions de Microsoft, qui derrière ont entraîné un projet qui s'est cassé la figure. Donc ça, c'est quand même, voilà, je dresse le portrait total. Si Waller n'avait pas fait ses preuves, être remplacé par un Américain ne me dérange pas. C'est pas le sujet.
La bataille de la souveraineté numérique, en réalité, c'est une bataille aujourd'hui contre un monopole. Et ce qui est dérangeant, c'est que la concurrence ne peut plus s'exercer. Parce que, évidemment, moi je suis peut-être contre l'idée d'imposer, parce que lorsqu'on impose, en tout cas dans les entreprises, lorsqu'on impose une solution française parce qu'elle est française, alors là vous pouvez être certain que ça ne sera pas accepté par les utilisateurs et il y aura beaucoup de résistance. En revanche, si on choisit une solution américaine parce que eh bien tout l'écosystème est américain, tout l'écosystème numérique est américain, alors là, tout d'un coup, on assiste à un endormissement radical de l'ensemble de la population et plus personne ne dit rien parce que ils le voient même plus. On voit même plus. On pense que inconsciemment, on pense que la technologie est américaine. On voit même pas qu'en France ou dans d'autres pays, il peut y avoir des technologies qui sont de même niveau, voire de niveau supérieur. Et donc, ce qui s'est passé, oui, on a été je dirais viré. En tout cas, les contrats ont cessé. On n'était pas les seuls dans ce cas parce qu'il y avait, nous, on avait des concurrents français aussi qui étaient dans le même groupe parce qu'il y avait un certain nombre de filiales. Bon, et on a été éjectés les deux. C'était Jamespot et Waller. Et sans autre forme de procès, tous les projets sont tombés à l'eau. Moi, j'avais été en contact à l'époque avec le CDO et qui m'avait dit qu'il était un petit peu obligé, qu'il uniformisait son écosystème scientifique, etc. Bref, toutes les raisons étaient là, mais enfin, moi je sais surtout que ça nourrit évidemment l'économie américaine et pas du tout l'économie française. Donc, il y a quelque part un paradoxe à nouveau, c'est-à-dire qu'on veut bien sûr, on veut soutenir l'emploi en France, on veut soutenir les créateurs d'entreprises, etc. Que l'économie, la croissance tout simplement. Et puis ceux qui font la croissance, le CAC 40, choisissent d'investir tous leurs écosystèmes, enfin ou quasiment tous leurs écosystèmes SI en Amérique, aux États-Unis. Donc c'est tout à fait paradoxal. Il faudrait peut-être qu'à un moment il y ait un éveil des consciences. Alors ce qui peut nous aider, c'est que les Américains sont évidemment pas très soucieux en réalité et n'ont pas la même notion de la protection des datas que nous. Et ce qui peut aider aux consciences, évidemment, c'est le fait qu'il y ait des scandales qui sont réguliers, il y ait une perte de contrôle totale des systèmes d'information qui vont outre-Atlantique. Et ça sont des bons arguments parce que finalement, n'importe quelle entreprise dans l'avenir va à un moment devoir se poser la question où est mon capital connaissance et ce qui m'appartient encore. Et ça, j'espère qu'il y a un certain nombre de CDO et de DSI qui vont et qui peuvent se lever. J'en connais, hein, donc on voit la conscience qui quand même revient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La souveraineté numérique, d'une façon plus générale, c'est tout simplement garantir nos libertés sur notre territoire, garantir le fait qu'on puisse aller et venir sans en être empêché, le fait qu'on puisse avoir une liberté de parole, enfin voilà. Et toutes ces choses sont mises en danger, enfin le fait d'être en démocratie, que le peuple soit souverain, et toutes ces choses sont mises en danger par les technologies américaines qui s'immiscent partout, dans toutes les poches de tous nos concitoyens. Vous avez un smartphone, donc c'est très très proche. Et le vrai sujet, c'est la perte de notre liberté, la perte de notre capacité à exercer notre démocratie. Et ça, c'est le véritable enjeu. Et là, le véritable enjeu, c'est la liberté des peuples, de ne pas devenir une colonie américaine. Je voudrais revenir juste un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est en train de changer, qu'il y a quand même des DSI, que ce soit dans les grands groupes, dans les administrations, qui commencent à prendre conscience de ça et qui commencent à migrer vers d'autres solutions. Alors, Quant pour les moteurs de recherche, c'est peut-être
la façon, peut-être le truc le plus facile. Et puis peut-être qu'il y a une petite mode aussi qui s'est mis en route, donc il y a beaucoup plus d'annonces, et tant mieux. Hein. Et d'un autre côté, alors je veux pas non plus te faire dire du mal de tes clients, mais il y a aussi des opérations, plutôt des opérations de com dans ces cas-là. Dans un épisode précédent, on parlait des ateliers Google et on prenait l'exemple de l'université de Nantes qui, d'une main, fait un communiqué de presse en disant tous les postes de l'université de Nantes passent à Quant, et de l'autre main font des ateliers marketing digital par Google, menés par Google et ses partenaires. Est-ce que c'est un vrai mouvement de fond parce que les gens se rendent compte, ou est-ce que comme les données avec le RGPD, avec les scandales, etc. dont tu parlais, c'est devenu un peu à la mode, donc ils viennent vers vous? Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a un vrai mouvement de fond, ou c'est une opération de com qui va peut-être se calmer d'ici quelques mois? Moi, ce que j'observe, c'est que il y a un mouvement de fond évident, mais qui est beaucoup plus lent que ce qu'on pourrait croire. C'est un mouvement de fond qui dure depuis 5 ans, enfin, nous concernant, puisqu'on a commencé Waller il y a 7 ans. Et c'est depuis 5 ans, enfin, ou 4 ans, on voit effectivement que les arguments liés à la souveraineté numérique deviennent quasiment les premiers arguments quand une entreprise vient nous voir. Mais ça, c'est pas, il n'y a pas d'effet exponentiel, si vous voulez. C'est vraiment très lent. Et puis c'est alimenté évidemment par une prise de conscience qui va prendre beaucoup de temps, mais je crois qu'il sera très solide. En tout cas, je l'espère, mais en tout cas, bon, évidemment, la tendance que l'on observe nous laisse penser que ça se confirmera, mais c'est pas tout d'un coup tout le monde qui se dit il faut aller sur Quant et Waller, ça n'existe pas. C'est beau. Après, il y a des effets d'affichage qui sont peut-être très déformés par Twitter, par exemple, où on a l'impression qu'on fait du bruit, mais ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est chaque jour des gens qui créent leur compte, qui veulent installer Waller dans leurs entreprises, leurs universités, vous en avez parlé, leurs écoles. Ça c'est la réalité. C'est bon, certainement alimenté par le bruit qu'on essaie de faire, mais le bruit n'est pas la perception du bruit n'est pas proportionnelle évidemment aux effets qu'on observe réellement. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Du côté communication, je voulais finir là-dessus. Quand on parle de souveraineté numérique, il y a aussi tous les événements, par exemple le Tech for Good là, du mois de mai à l'Elysée. Il y a aussi tout ce qui est fait pour favoriser les investissements étrangers, draguer les fonds d'investissement étrangers pour les startups françaises. Ça pose, à mon avis, un problème aussi de souveraineté. C'est un sujet important chez Waller, et même dans ta pensée aussi sur l'écosystème. De quel œil tu vois ces initiatives-là au plus haut de l'État? Bon, l'État, il est obligé de composer quand même, je crois, avec deux axes. Le premier, celui qu'on évoque, c'est de pouvoir développer le tissu économique français made in France. Et le deuxième, quand même, qu'il faut pas oublier, c'est d'attirer des investisseurs en France. Et évidemment, on peut pas imaginer qu'en France, il y ait que des investisseurs français. Ça, c'est complètement idiot. Ou alors, ça voudrait dire qu'en France, on peut pas aller investir à l'étranger. Si on souhaite nous développer à l'international, l'économie française à l'international, si on souhaite exporter, eh bien, il nous faut accepter que des investisseurs étrangers investissent sur notre sol. Ça me paraît normal. Maintenant, je pense que un certain nombre d'entreprises, peut-être, qui pourraient rentrer dans une sorte de raison d'État, évidemment, peut-être qu'il pourrait y avoir une attention particulière à conserver un actionnariat, peut-être français, du moins européen. Mais après, le rôle de l'État là-dedans n'est pas forcément évident. Moi, je crois surtout que c'est le rôle des entrepreneurs. C'est aux entrepreneurs de se saisir de ce sujet. C'est pas à l'État, c'est pas aux politiques.
C'est pas, vous voyez, c'est vraiment aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils doivent, ceux qu'on doit éduquer, c'est les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Les personnes qui vont dire, moi, je souhaite que ma technologie ou mon entreprise, elle soit sur le sol français, le sol européen, et qu'elle y demeure. Et ça, c'est très important. Donc, c'est une éducation plutôt de la conscience des entrepreneurs, plutôt que de la régulation ou alors de la politique. Parce que la politique, ils sont bien obligés de composer avec l'ensemble des acteurs. Donc tantôt ils vont aller dire oui à l'un, non à l'autre. C'est ce que vous dites à Nantes. Bon, on a à la fois Quant et en parallèle Google. Bon, c'est sûrement pas les mêmes décideurs d'ailleurs qui ont fait ces choix. Mais ça c'est politique. Ce qu'il faut, c'est que les entrepreneurs se lèvent dans un souci de souveraineté numérique et que ce sujet de la souveraineté puisse devenir un écosystème d'entrepreneurs et d'entreprises qui, par leurs décisions concrètes et privées, fassent que les entreprises restent à la main d'investisseurs français ou européens. Ok, la dernière question, la question bonus un petit peu, sur ces modèles d'investissement justement. Le modèle startup aussi est largement remis en cause, on en a parlé. Et on entend toujours, j'entendais encore hier sur France Culture, il faut absolument qu'on crée nos licornes françaises. La question qu'on entend partout, c'est comment créer les licornes françaises. Moi, là, j'ai envie de changer un petit peu la question. Est-ce qu'on a besoin de licornes françaises et est-ce que c'est au niveau français déjà, mais même si on parle de niveau européen, est-ce que c'est souhaitable, tout simplement, d'aller chasser les licornes ? Je pense qu'il faut tuer toutes les licornes. Une licorne, c'est quoi ? C'est une entreprise qui est survalorisée, qui est hyper valorisée, voilà, et dont la valeur ne correspond pas à la réalité. Alors évidemment, ça fait briller les yeux, etc. Et à un moment, c'est une question de valeur en fait. Ceux qui ont accordé la valeur à cette société sont d'accord avec sur le fait qu'elle vaut ça, mais surtout ils sont d'accord pour s'enrichir davantage. Je pense que c'est un modèle, les licornes, qui est absolument irréaliste et qui peut sombrer en un instant. Je pense qu'il nous faut bâtir des entreprises qui soient rentables, qui aient des croissances, bien sûr, des accélérations de croissance par des levées de fonds, pourquoi pas, mais aussi des entreprises qui sont capables de grandir par elles-mêmes et d'asseoir leur croissance sur leur réussite, sur leur stabilité, afin de pouvoir viser des choses bien plus long terme et pourquoi pas évidemment accélérer, devenir puissante, c'est une évidence. Mais de là à dire il faut des licornes, ça veut pas dire grand chose. C'est un peu comme crier dans le désert. Ce qu'il nous faut, c'est agir et de proche en proche réussir à développer nos entreprises, qu'elles arrivent aussi, parce que dans les entreprises du numérique, à conquérir des clients qui demeurent sur le long terme, à prendre des positions comme sur un terrain militaire, on prend des positions. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.